pour l'invitation pour être ici présent. Excusez-moi tout le monde parce que mon français est un peu une traduction directe du portugais français. Et ça justifie de vous dire que le portugais est très proche du français et on peut parler portugais ou français plus ou moins comme moi facilement parce que la grammaire est similaire et en même temps les mots sont pas très différents. Je voudrais vous parler un peu sur le Portugal autant que plateforme d'investissement et de résidence. Il y a beaucoup de choses à vous dire. J'irai vous faire noter deux ou trois ou quatre ou cinq aspects que je crois que sont intéressants pour vous de réfléchir un peu sur le Portugal autant que plateforme d'investissement et de résidence fiscale. Avant tout, vous dire pourquoi nous pensons que Portugal est un bon choix pour investissement et pour résidence. Tous ces allures ne sont pas fiscales ou de nature légale, mais sont les aspects que je crois que les personnes pensent pour se déménager pour un pays comme le nôtre. Je note que notre coût de vie est un coût de vie compétitif en comparaison qu'aux autres pays. Si on compare avec la France, ou Londres, ou New York, ou Suisse, ou même Espagne, nous avons un coût de vie vraiment compétitif. Il y a aujourd'hui des entreprises technologiques qui sont installées ici, surtout à Lisbonne. Il y a un environnement très favorable de la part de l'État portugais et des programmes aussi approuvés pour encourager l'investissement étranger ici au Portugal. Seulement pour vous dire que nous avons deux grands problèmes ici au Portugal. C'est un problème d'âge de la population portugaise et en même temps un problème de dette publique qui est très grand. Et toutes les mesures légales et fiscales qui ont prises par les gouvernements portugais pendant les dernières 10 et 15 années sont vraiment pour encourager l'investissement étranger et pour attirer les étrangers au Portugal. Portugal figure dans le top des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers et bien classé pour la Banque mondiale pour la facilité à faire des affaires et un des pays plus intéressants à cause de la qualité de vie des expatriés. Il y a différents visas pour les entrepreneurs qui visent constituer ici une société et avoir ici une entreprise au Portugal et aussi un pays très tranquille et dans la troisième position dans l'indice mondial de la paix globale. Surtout des différents aspects que je crois qu'on doit supposer pour choisir notre pays pour vivre ou pour faire d'investissement. Il y a d'autres choses qu'on peut penser, le climat, la culture historique, les paysages, la gastronomie, la qualité du système d'éducation. Nos universités sont vraiment bien classées aussi dans les rangs mondiaux. Et c'est pour ça que je crois que c'est bien de choisir le Portugal. Pour ça, il y a différentes autorisations, permis de résidence que nous appelons visas, mais ils sont vraiment des visas, ils sont des autorisations de résidence. Et le plus connu, c'est les Golden Visa. Le Golden Visa dépend d'un investissement au Portugal et permis
d'être ici au Portugal et surtout de circuler dans l'espace Schengen, et ça inclut la Suisse, avec cet investissement. Il y a des conditions à remplir. Il faut faire un investissement et le maintenir pendant une période minimum de 5 ans. Il faut avoir d'absence de référence criminelle. L'État portugais va exiger, le CEF va exiger un certificat criminel. Et il faut être ici pendant une période minimum de 7 jours par an en moyenne. L'objectif, comme vous voyez, c'est de revitaliser l'économie portugaise et d'obtenir un permis de séjour valable au Portugal qui vous permet aussi de circuler dans l'Europe comme si vous avez un passeport européen. La validité, c'est une validité initiale pour 2 ans, mais après, c'est rénovable pour des périodes ultérieures de 2 ans. Et ça, et comme vous irez voir, ça vous permet d'obtenir différents avantages qui sont ici dit. La première chose, c'est cette autorisation de résidence au Portugal et de circulation dans l'espace Schengen inclut inclut aussi les éléments de la famille, cette possibilité, ces droits de regroupement familier. Ça vous permet d'avoir un période minimum de résidence au Portugal qui sont réduits, comme je vous avais dit, ce sont seulement 7 jours. Et ça permet, après le 5e année, de demander un visa permanent et aussi un passeport portugais. Le passeport portugais, c'est une procédure différente, en parallèle, par laquelle c'est nécessaire d'avoir de différentes autres conditions. Et un d'elles, c'est de comprendre et parler un peu les portugais. Ce sont les avantages de les Golden Visa. Bon, il y a différentes options d'investissement. Les plus connues, c'est l'investissement immobilier. Et le plus connu dans l'investissement immobilier, c'est l'achat d'un bien immeuble de valeur égale ou supérieure à 500 000 euros. Mais il y a aussi la possibilité d'un achat avec réhabilitation des biens immobiliers pour lesquels le montant est un montant plus bas de 350 000 euros. Mais il y a aussi d'autres options. Aujourd'hui, c'est aussi très connu l'investissement dans un fonds d'investissement pour lequel le montant est aussi de 350 000 euros. Et aussi la possibilité de faire un investissement, de faire une transférence bancaire pour le compte bancaire de 1,5 million. Il y a d'autres investissements de recherche et développement, investissement culturel, création d'emplois. La seule création de 10 emplois ou l'investissement de constitution d'une société avec la création de post-travail donne aussi la possibilité de demander ces Golden Visa comme option d'investissement. En 2021, le gouvernement portugais a approuvé des amendements au régime de Golden Visa. Seulement pour vous noter que les limites d'investissement minimum ont été modifiées et ces modifications a entré en vigueur à partir de janvier de cette année de 2022. Le plus important changement, c'est que l'investissement immobilier, c'est pas autorisé
que pour les propriétés non résidentielles. Ça signifie que dans les zones côtières, je dirais de Lisbonne, Porto et Faro, et ça inclut pas les îles Açores et Madeira, sont interdits les investissements pour résidence. Vous pouvez avoir des investissements immobiliers, mais pour autre finalité. Je vous laisse ici les nouveaux limites d'investissement. Ici, comme je vous avais dit, l'achat immobilier, c'est 500 000 €, mais mais ça peut être un cas de réhabilitation 350 000, mais l'achat immobilier et l'investissement immobilier n'est pas applicable pour résidence dans les zones côtières, et ça, comme vous avez dit, inclut pas les îles, les régions autonomes de Açores et Madeira. Comme vous savez, ce sont des territoires portugais. La transfert de capital, le retour de compte bancaire, c'est aujourd'hui de 1,5 million, comme je vous avais dit. Et après, vous avez ici les autres options d'investissement. Il y a d'autres visas qui sont moins connus, mais c'est intéressant de vous laisser une petite note. Le premier, c'est cette revenu qui s'appelle le visa de revenu passif. On appelle aussi le visa 7 et qui vous permet un séjour qui comprend 2 étapes. L'obtention d'un visa de séjour et qui vous permettrait de résider ici au Portugal. La différence entre ces visas et les visas, le Golden Visa, sont plus ou moins cette-là. C'est que les visas Golden Visa, vous avez besoin d'être ici au Portugal pendant une période minimum de 7 jours par an. Et ici, pour les revenus passifs, vous n'avez besoin pas de faire l'investissement comme dans le Golden Visa, mais vous devez être ici beaucoup plus longtemps, je dirais plus ou moins 4 mois, parce que ça dépend aussi de la résidence au Portugal. Mais tant un comme l'autre a la possibilité de regroupement familial. Les Startup Visa, il y a d'autres visas comme ces Startup Visa qui est un visa de séjour pour les entrepreneurs d'États non membres de l'Union Schengen. Tous ces visas sont pour des personnes qui viennent de dehors de l'Union européenne, parce que quelqu'un qui a un passeport français ou un passeport espagnol n'a besoin pas d'avoir un visa pour s'installer ici au Portugal. Ici, comme dans les autres, il a la possibilité de regroupement familial. Aujourd'hui, ça c'est une nouveauté. Il y a un visa pour les nomades digitales qui est destiné aux nomades digitales, entre commun. C'est les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle de manière indépendante ou par biais d'un travail subordonné, un travail à distance hors du territoire national. Je vous laisse ici une petite note. La citoyenneté portugaise pour les Juifs, c'est séfarade, ou séfarade, je ne sais pas dire vraiment. Je crois que c'est séfarade. Séfarade. OK. Il y a 7 diplômes, 7 décrets-lois. Peut-être quelqu'un de vous savait que l'Espagne avait avant aussi un régime comme celui-là, qui existe aujourd'hui, maintenant aussi au Portugal. Les descendants de juifs séfarades peuvent demander aussi la citoyenneté portugaise avec tous les droits et obligations qui viennent de cette passeport. À cette fin, il faut remplir certaines conditions et qui sont simples d'être majeur ou émancipé de l'accord de la loi portugaise, c'est à partir de 18 ans, absence de condamnation
par un crime punible de durée supérieure à 3 ans de prison et surtout de comprouver sa descendance séfarda. Pardon. Le régime des résidents non habituels, RNH, c'est un régime fiscal, c'est un statut fiscal qu'on peut obtenir. Ça s'applique à tous les non-résidents au Portugal pendant les dernières 5 années. Ça, c'est une des conditions. Ça n'a aucune chose à voir avec la nationalité. Ça signifie que ça s'applique aussi aux résidents portugais en France, en Suisse, au Canada, quelques autres pays, et qui revient, qui transfère son résidence fiscale de ces pays pour les Portugal. Les régimes ont ce statut de RNH et aussi bien conjugué pour les différents visas. Les visas sont permis de résidence, je dirais, légale, et ici, nous parlons de résidence fiscale. Ça signifie qu'un Brésilien ou un Américain, un Canadien, un Israélien, pour s'installer ici au Portugal et devenir résident non habituel avec ce statut fiscal spécial, avec des avantages fiscaux, comme comme je vous ai parlé, mais comme il vient de pays de dehors de l'Union européenne, besoin aussi de ces permis, les visas pour s'installer ici au Portugal. Quels sont les avantages, quelles sont les conditions, avant tout, les résidents non habituels? Les résidents non habituels, comme le nom indique, c'est un résident, comme moi et Maria, qui est ici à côté de moi, mais qui a un statut spécial, qui habituellement n'étions pas résidents fiscaux ici au Portugal. C'est pour ça qu'on appelle les résidents non habituels, qui n'étions pas habituellement résidents ici au Portugal, et qui devient résident fiscal. Les deux conditions sont les deux, c'est d'être résident au Portugal, une transférence de résidence fiscale pour le Portugal, et en même temps de n'être pas résident pendant les dernières 5 années. Quels sont les avantages, les allures que deviennent ces statuts? Ça dépend de la source des revenus. Je peux vous dire un résumé que les revenus de sources étrangères, presque tous, seront exonérés ici au Portugal d'impôts sur les revenus des personnes physiques. Ici, on appelle cette PF, on appelle cet impôt de Personal Income Tax, cet impôt s'appelle ici IRS, impôt sur les revenus des personnes singulières. Ça signifie que si un nouveau résident non habituel, devient résident au Portugal, presque tous les revenus de source étrangère seront exonérés de ces impôts pendant une période de 10 ans. Ça inclut, comme vous voyez, une exemption d'IRS pendant 10 ans sur les salaires, sur les honoraires, sur tous les revenus de capitaux, et ça inclut les dividendes, ça inclut les redevances, ça inclut les intérêts bancaires, aussi sur les rentes, sur les revenus fonciers, sur les rentes immobilières, aussi sur les plus-values immobilières, et comme vous voyez, sur les pensions, vous avez un taux proportionnel de 10%. Seulement ajouter que presque toutes les conventions sur la double imposition signées pour le Portugal exigent ont la règle que c'est les pays de la résidence qui a l'exclusivité d'imposition. Ça signifie que s'il y a quelqu'un qui change de résidence pour le Portugal et s'il y a une convention signée pour le Portugal et cet autre pays, les pays de la source de la pension pour pas imposer un impôt. C'est le pays de la résidence, ici Portugal, que pour avoir l'impôt sur la pension. Et ici, l'impôt, c'est 10%. Avant mars de 2021, je crois, toutes les personnes qui ont demandé ces statuts
et pour recevoir des pensions d'autres pays sont ici exclus d'impôts s'ils ont demandé avant mars de 2021. Pourquoi? Parce que les conventions disent que les pays de la source ne peuvent pas taxer, ne peuvent pas imposer, les pays de la résidence le peuvent faire, mais les 10% viennent seulement après cette altération législative de mars de 2021. Ça signifie que les anciens résidents non habituels sur l'impression ont même une double non-imposition. Sur les revenus de source portugais, il y a une liste d'activités d'autres valeurs ajoutées que les gouvernements portugais vont attirer pour les Portugal, des personnes avec certaines professions et certaines activités. Cette liste est une liste publique très, très large, qui n'est pas difficile d'être inclus pour être reconnu autant que personne qui a une activité d'autres valeurs ajoutées. Dans ces cas, les salaires et les honoraires qui viennent d'un travail indépendant sont assujettis à un taux proportionnel aussi fixe de 20% pendant ces périodes de 10 ans pour les régimes, les résidents non habituels. Je crois que vous avez tous la même question. Qu'est-ce qui se passe après les 10 ans? Je peux vous dire que c'est fini, les statuts, parce que ça se justifie surtout parce que c'est un régime temporaire. Ça ne signifie pas que si vous en tout cas, après rempli les deux conditions desquelles je vous avais parlé, n'être pas résident pendant les dernières 5 années et reviennent résident une autre fois au Portugal, vous pouvez demander une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parce que les conditions sont remplies. Ça signifie que quelqu'un, pour bénéficier pendant 10 ans de ces statuts, il n'est pas rénovable, mais si les personnes changent de pays pour un autre pays pendant 5 années, ils peuvent venir et demander une autre fois ces statuts de résident non habituel. Seulement vous dire, laisser ici 2 ou 3 mots sur notre impôt sur succession et donation. Nous avons un impôt de timbre, un droit de timbre de 10% sur toutes les transmissions, héritage et donation en vie, mais dans les transmissions dans la famille nucléaire, ça signifie entre descendants directs, ascendants directs et conjoints, il y a aussi une exonération de ces droits de timbre. C'est un régime général qui s'applique aux résidents non habituels, mais s'applique aussi à lui, à Marie, à quelques autres résidents d'autre nature ici, résidents fiscaux ici au Portugal. Ça dépend aussi d'autres choses, sur la résidence des héritiers ou des bénéficiaires. Ça dépend où sont les actifs, mais la règle, et ça c'est important, c'est que les Portugal donnent une exonération de cet impôt de timbre de 10% sur les transmissions entre descendants, ascendants et conjoints. Un mot aussi sur les plus-values, je dirais, mobilières de vente d'objets d'art, seulement pour vous dire que ici, notre impôt sur les revenus des personnes physiques, notre IRS, impôt sur le revenu des personnes singulières, les plus-values qui sont assujetties incluent presque seulement les actions et les obligations, bonds and shares, et aussi d'autres instruments financiers. Ça n'inclut pas œuvres d'art, comme dans d'autres pays, comme c'est le cas de la France. Ça signifie qu'ils ne sont même pas assujettis à notre impôt sur les revenus des personnes physiques. Ce n'est pas même nécessaire de les déclarer, parce qu'un Picasso qui est vendu pour générer un plus-value mobilière, ce n'est pas inclus dans l'assiette
de l'impôt. Je crois que c'est important aussi de vous dire. Un jour, ça peut changer, mais c'est comme ça maintenant. Aussi, un petit mot sur nos impôts sur les biens immobiliers. Nous avons impôt sur la détention, la propriété des biens immobiliers et aussi sur les transférences des biens immobiliers. Sur les transferts des biens immobiliers, il y a un impôt municipal s'appelle IMT, impôt municipal sur les transferts des biens. Ici, ça s'applique un taux progressif qui peut aller jusqu'à 8%. Mais ça dépend si les propriétés sont pour résidence ou sont pas pour résidence. Pour résidence, il y a deux tables pour les résidences principales et la résidence secondaire. Il y a aussi les propriétés rurales ou non. Mais vous devez compter sur un impôt qui peut aller jusqu'à 8% pour les propriétés résidentielles et 5% pour les propriétés réelles. Il y a aussi une liste noire des pays qui ont des régimes fiscaux très attractifs. C'est une liste très bien faite, très grande, qui inclut presque tous les pays qui doivent être inclus ici, avec lesquels il y a une convention de double imposition et qui mérite d'une analyse plus attentive. Mais sous les titulaires de ces propriétés qui sont inclus dans cette liste de pays, ils ont un taux plus élevé. En même temps, il y a des exemptions pour la réhabilitation et aussi un cas d'acquisition de biens immobiliers pour revente. Il y a ici une exemption. Il y a aussi sur les transferts de biens un droit de timbre de 0,8% qui ne s'applique pas comme dans le cas dernier sur les prix de vente, mais ce n'est pas sur les valeurs, sur les prix de vente, mais sur les valeurs patrimoniales imposables. Les valeurs patrimoniales imposables, c'est un valeur cadastrale. C'est un valeur qui est plus ou moins, je peux plus ou moins dire, de 85% de la valeur du marché. Ça signifie que la valeur patrimoniale n'est pas égale aux valeurs marché et n'est pas égale au prix, au prix accordé. Et le droit de timbre 0,8%, ce n'est pas sous les valeurs marché, ce n'est pas sur les prix de vente, c'est sur ces valeurs patrimoniales imposables, sur les valeurs cadastrales. Un mot seulement aussi pour vous dire que notre impôt sur les sociétés, ici pour les sociétés, pour les personnes morales, n'ont pas changé beaucoup pendant les dernières 5 années. Nous avons discuté un peu sur la possibilité de baisser l'impôt pour 2023, à propos de la discussion de notre budget d'État pour 2023. Mais le gouvernement, jusqu'à maintenant, qui a la majorité dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, a dit qu'il ne va pas changer cette taux proportionnel de 2023. En même temps, il faut vous dire qu'il y a un taux de 5% à Madeira. Et cet régime, c'est un régime qui est un régime d'aide d'État qui était approuvé pour la Commission européenne. C'est un régime autorisé par la Commission européenne. Je vous irai parler un peu sur ça dans quelques minutes, mais avant ça, vous devez fixer un peu que le taux général, c'est de 21%, mais que le taux applicable pour baisser dans la zone franche de Madeira à Madeira pour les taux proportionnels de 5%, qui à Madeira, c'est le taux général. Comme vous irez voir, pour la Madeira, il faut remplir certaines conditions d'investissement desquelles je vous parlerai. Le régime Participation Exemption existe dans d'autres pays, mais c'est important de savoir qu'il existe au Portugal. Je ne comprends pas pourquoi les Brésiliens, à cause de ces régimes Participation Exemption, qu'ils connaissent de Pays-Bas, ils vont investir dans l'Europe, quelquefois par les Pays-Bas et par le Portugal, où existe ce régime Participation Exemption. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que
vous pouvez constituer une société ici à Lisbonne ou à Madeira, et cette société détient une société au dehors de Portugal, à Israël, en France ou en Chine. Les dividendes reçus pour la société portugaise sont exonérés d'impôts. Et si un jour vous voulez vendre la société au dehors de Portugal, ça signifie vendre la participation sociale sur une société au dehors de Portugal, donc nous pour la société portugaise, il y a les plus-values sont aussi exonérées de notre impôt sur les sociétés. Pour ça, ça dépend de deux conditions. C'est du minimum de participation, c'est de 10%, ça peut être 10, 15, 20 ou 5%, et de la détention de cette participation pendant un an. Les dividendes, les conséquences, c'est que les dividendes sont exonérés de l'impôt sur les sociétés et les plus-values de gain capital aussi. Il y a quelques restrictions que je vous laisse ici, ce sont des restrictions anti-abus fiscales et que je vous laisse ici une petite note. Sur la zone franche de Madeira, comme vous avez dit, il y a les 5% et pas les 21% que vous pouvez trouver dans votre territoire portugais. Il faut avoir un investissement en création de postes de travail. Je vous laisse ici les deux options d'investissement. La deuxième, c'est création de postes de travail, mais l'option 1 signifie qu'il faut avoir un investissement minimum de 75 000 euros et de créer de 1 à 5 emplois pendant les 6 premiers mois d'activité. Les bénéfices qui deviennent de cette aide d'État autorisée par la Commission européenne sont le taux d'imposition de notre IRC, c'est notre impôt de société de 5%. Il y a aussi d'autres petits, importants aussi, mais avantages fiscaux. Mais c'est le deuxième que je voudrais vous faire noter, c'est cette exonération de retenue d'impôt à la source dans tous les paiements de dividendes aux personnes physiques ou morales étrangères qui détiennent la société ici à cette zone franche de Madeira. Un petit mot aussi sur cette régime des sociétés d'investissement et de gestion immobilière, qu'on appelle les CIGI. Ils existent dans les autres pays, ils s'appellent dans le pays anglo-saxon les REITs, les REITs. En Espagne, plus ou moins la même nature de société s'appelle SOCIMA. Sont des sociétés, comme le nom indique, d'investissement et de gestion immobilière qui sont assujettis au régime général d'impôt sur les sociétés, qui s'appelle, comme vous avez dit, l'IRC, mais en même temps, ils sont exonérés de surtaxe municipale et de l'État. La question, c'est que sur l'impôt sur les sociétés, les revenus provenant de location de biens immobiliers, les plus-values immobilières, les revenus capitaux, tels comme les dividendes versés pour cette entité dans lesquelles les sociétés détiennent les intérêts, sont exclus du calcul de bénéfices imposables de la société. Ce signifie que ce qui est imposable, c'est pas les revenus en général, parce qu'ils n'incluent pas les revenus immobiliers de cette société, les locations de biens immobiliers, plus-value immobilier et les dividendes. En même temps, les actionnaires, les personnes qui détiennent les actions de cette société, parce que ça vont être société anonyme, il y a un taux applicable seulement sur les dividendes de 10% pour les non-résidents. Et c'est ça, je crois, que peut être aussi intéressant de faire des investissements par biais de les sociétés d'investissement et de gestion immobilière. Je ne sais pas ce qui se passe ici.
pardon. Seulement, ici, je vous laisse un mot c'est pour la Madeira. Il y a une décision de la Commission européenne qui a fait une investigation sur Madeira et qui, en effet, il a dit que les investissements doivent être faits à Madeira et pas au dehors de Madeira, et l'emploi doit être créé à Madeira et pas dans d'autres conditions. C'est ça, c'est un cours d'investigation, mais ça donne pas, ça change pas les régimes qui étaient établis pour l'État portugais et approuvés pour les commissions européennes. Et un dernier mot pour vous dire que Portugal a signé des conventions de double imposition avec presque avec tous les pays de langue portugaise, sans aucune exception. Comme vous savez, ça signifie 8 pays. Portugal est plus de 8 pays. C'est le Brésil, Cap-Verde, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macao, Guinée-Bissau. Il y a 9 pays au monde qui parlent le portugais. Mais ça inclut cette convention aussi, même Angola, qui était le dernier pays à signer une convention avec Portugal. Mais ce que c'est important de vous laisser dire, c'est que ça, les conventions, cette réseau de conventions de double imposition signées pour le Portugal inclut tous les pays de l'Europe, sans aucune exception, et presque tous les pays de l'OCDE avec lesquels a d'investissement entre notre pays et les autres. Ça signifie qu'il faut retenir que Portugal a signé des conventions avec tous les pays de langue portugaise, tous les pays de l'Europe et presque tous les pays de l'OCDE. Et ça signifie que s'il y a des allures dans le domaine fiscal pour attirer les investissements et les étrangers pour le Portugal, en même temps, sur ces pays, il y a des conventions signées par le Portugal sur les pays de la source des revenus pour limiter les taux applicables sur ces investissements. Et c'est un peu pour ça. Merci beaucoup. Je m'excuse de vous interrompre, et je pense qu'il y a un sujet très important qui travaille dans la tête de beaucoup de gens, c'est la question de la crypto-monnaie. Très bien. Et vous ne l'avez pas abordé, les gens attendaient patiemment. Je pense que la question de la crypto-monnaie, il faut l'évoquer parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens pensent en général vis-à-vis du Portugal et je pense que c'est important de clarifier. Ok, très bien. Seulement pour vous dire ça. Le gouvernement portugais est en train d'approuver un nouveau régime fiscal sur les cryptoactifs. Ça, c'est inclus dans le budget d'État qui est à être en discussion dans notre Parlement. Et ça signifie que va entrer en vigueur à partir du 1er de janvier de 2023. La situation actuelle, c'est que comme les autres pays, il n'existe pas un régime spécifique sur les cryptoactifs. Et jusqu'à maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons étudié le régime général et appliqué le régime général à cette activité avec la crypto-monnaie. En même temps, ça signifie qu'il n'y a pas un régime maintenant, aujourd'hui, un régime spécifique pour les cryptoactifs. Donc, il faut appliquer les régimes généraux. En même temps, il existe quelques informations fiscales pour certains qu'ils ont demandé sur différentes situations et de lesquelles nous pouvons avoir les conclusions que l'administration fiscale portugaise entend qu'en cas d'une transmission de cryptoactifs qui est considérée autant que plus-value mobilière, qui est
et pas un clou dans l'assiette et qu'on ne met pas un clou dans l'assiette de notre impôt sur le revenu de personnes physiques et pas assujetti qui ne paye pas d'impôt. En même temps, il y a beaucoup de confusion parce que les personnes qui sont très télématiques cherchent beaucoup d'informations sur Internet, mais pour ne pas analyser les questions avec très approfondissement. Les questions, c'est ça. Une chose, c'est vendre une active, un crypto-active. Une autre chose, c'est de faire une activité au crypto-active. Faire une activité implique pas pour impliquer seulement une transmission. Ça, c'est une chose que les personnes ne voient pas vraiment. Qu'est-ce que c'est une activité? Quelle est la différence entre une activité de laquelle vient une activité professionnelle, une activité commerciale, et qui est imposée ici au Portugal, même aujourd'hui qu'il n'existe pas un écartement fiscal précis, et qu'il a les différences d'une transmission isolée qui peut être classifiée autant que plus-value mobilière et pas taxée. Il faut distinguer un peu la transmission d'un cryptoactif autant que plus-value mobilière, la transmission de cryptoactifs autant qu'activité commerciale ou professionnelle. Il faut voir qu'il y a d'autres situations différentes. Une chose, c'est une transmission, une autre, c'est une activité, une autre, c'est la minération, une autre, c'est la staking. Tout ça pour être considéré de différentes manières, différents aspects fiscaux qui sont intéressants de voir. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement va faire un régime sur toutes ces questions. En même temps, je peux vous ajouter que c'est un régime très favorable. C'est un régime qui ne vaut pas taxer les plus-values de long terme, et même pour l'activité, est un régime qui est très intéressant. Nous sommes en train, Rachel, d'écrire une newsletter sur ça, sur la proposition de régime fiscal sur ces crypto-activités. Et nous pouvons aussi, si vous le voulez, après l'approbation, de programmer notre webinaire pour vous parler seulement sur les nouveaux régimes qui exigent une explication beaucoup plus profonde que cette-là ici. OK?